Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio Passion Culturelle RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Chaque vendredi à 21h, nous avons rendez-vous sur la RPC Radio Passion Culturelle pour l'émission littéraire, le livre en question. Le livre en question, c'est l'espace des auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou de livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission sur la radio Passion Culturelle, RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, par le Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en Question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la découverte de quelques auteurs. Plus précisément pour ce jour, nous recevons M. Jean-Célestin Edjanké, conférencier journaliste, et M. Philomé Robert, journaliste sur la télévision France 24. Ils sont tous les deux co-auteurs de l'ouvrage collectif Jeunes Africains et Caraïbiens face à l'avenir, entre aspiration, rêve, doute, avec la préface de Safio Radji. Dans cet ouvrage collectif paru aux éditions L'Abattant et qui réunit des contributeurs de pays et profils divers, les auteurs mènent une réflexion sur la place des jeunes en Haïti, plus de 215 ans après l'indépendance de ce pays, et en Afrique, 60 ans après les indépendances de la plupart des pays de ce continent. Présentation de nos auteurs du jour. Écoutons maintenant Lydia Antoine qui nous présente ici nos invités. Lydia Antoine. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir Simplice. Jean-Célestin Edjanké est expert des questions concernant les jeunes, journaliste et conférencier, diplômé en histoire de l'université d'Angers et en sociologie de l'université de Nantes en France. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant notamment des questions de l'implication de la jeunesse dans le développement, des émeutes de la faim ou le rôle des médias dans l'éducation à l'environnement et l'urgence climatique. Il a par ailleurs dirigé de nombreux autres ouvrages collectifs. Philomé Robert est journaliste depuis 25 ans. Il est né à Limbé, en Haïti. Ancien journaliste de Radiovision 2000 à Port-au-Prince et de RFI à Paris, il est depuis 2008 présentateur des éditions d'information du week-end sur la chaîne française d'information internationale France 24. Il a étudié à la faculté de linguistique appliquée et aussi à la faculté de droit de Port-au-Prince. Il est diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po à Paris, ville où il vit depuis plus de 10 ans. Il est l'auteur de L'exil au crépuscule, paru en avril 2011 aux éditions Apopsix, en collaboration avec Radio France Internationale. Il est par ailleurs co-auteur d'un ouvrage intitulé Haïti, réinventer l'avenir, publié début 2011 conjointement aux éditions de la Maison des sciences de l'homme de l'Université d'État d'Haïti sur la vie en Haïti avant, pendant et après le séisme du 12 janvier 2010. Il travaille actuellement à la publication de son premier roman. Parallèlement à ses activités de journaliste, Philomé Robert est avocat stagiaire au barreau des droits humains en Haïti. Il contribue également à des ouvrages d'auteurs haïtiens en tant que préfacier et postfacier. Il anime également des masterclass pour des étudiants en journalisme, comme à Dakar, au CESTI. Depuis septembre 2019, Philomé Robert aide à la mise en place du LINGDA, une institution dédiée notamment à la formation de journalistes en Haïti, dans la Caraïbe. Merci à toi Lydia Antoine. Vous êtes sur la radio Passion Culturelle, l'émission c'est le livre en question. Alors pour ce numéro, nous recevons deux journalistes qui sont aussi auteurs. Ils ont co-écrit un livre, ils vont nous en parler. Nous sommes avec M. Jean-Célestin Edjanké
et Monsieur Philomé Robert. Bonjour monsieur. Bonjour, Simplice. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui écoutent la radio. Merci de nous inviter. Ok, écoutez, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur la radio Passion culturelle dans l'émission Le Livre en question. Le livre, c'est Jeunes africains et caribéens face à l'avenir, entre aspiration, rêve et doute. Alors, qui a été préfacé par Safiou Radji, Jean-Célestin Idjanké et Monsieur Philomé Robert. Alors, pourquoi ce livre? C'est la première question qui me vient comme ça en tête. Okay, alors, je prends la parole, c'est Jean-Célestin. Oui, c'est un petit groupé à vous deux, voilà, selon l'inspiration de chacun. Ok, alors j'y vais, puisque c'est moi qui ai initié le projet. Oui, donc c'est Monsieur Jean-Célestin Idjanké. C'est ça. Pourquoi jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, entre aspiration, rêve et doute? Il faut dire que je suis sociologue et historien de formation, et même si j'exerce comme journaliste, et que dans le cadre de mon travail de sociologie et d'historien, je me suis attaché à deux champs, j'allais dire, de recherche depuis pratiquement 15 ans maintenant. Le champ de la jeunesse ou des jeunes et le champ de la protection de l'environnement vu sous l'angle du rôle des médias en ce qui concerne la mobilisation, la sensibilisation et même l'éducation à l'environnement. Donc, le livre qui est paru au mois de mars 2021, Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, est une suite, en fait, j'allais dire pratiquement logique, du travail antérieur que j'ai déjà entamé, qui m'a amené en 2010 à écrire Cameroun, un volcan en sommeil, où je parle de la jeunesse camerounaise, cette jeunesse qui s'est mobilisée en 2008 contre la prolongation du mandat présidentiel de Paul Biya, alors qu'il n'en avait pas le droit. Cette jeunesse s'est mise en branle, elle s'est mise en route pour protester. Malheureusement, les forces de l'ordre du président Biya et du gouvernement camerounais ont tiré sur cette jeunesse-là, faisant plus de 40 morts selon les sources du gouvernement et plus de 200 morts selon des sources des associations et organisations de défense des droits de l'homme. Donc, ça a été le premier ouvrage. Et ensuite, il y a eu Afrique, que fais-tu de ta jeunesse, avec comme sous-titre Le paradoxe de l'enjeu moteur de développement, un ouvrage qui est sorti en 2013 et qui a été préfacé par le président Abdi Diouf alors qu'il était secrétaire général de la francophonie. Il y a eu ensuite La République des sans-soucis en 2014, qui parle là encore d'une jeunesse africaine qui en a marre qu'on ne l'écoute pas, qui en a marre qu'on ne lui donne pas toute sa place dans la société, et qui en a marre surtout de ces chefs d'État qui veulent tout le temps s'acquitter au pouvoir et ne veulent pas partir. Et cette jeunesse, elle s'est mise en route dans cette République des sans-soucis, et elle a chassé le président de la République du pouvoir. Le livre est paru en octobre 2014, pratiquement au même moment où le président Compaoré du Burkina Faso était en train d'être mis à la porte de son pays, en train d'être descendu du trône présidentiel par les jeunes burkinabés, mais aussi par les femmes. Et donc, c'est un livre qui a eu une grande résonance avec l'actualité. Et j'ai été à cette occasion invité au Burkina pour en parler. Il y a eu par la suite, toujours sur l'angle de la jeunesse, en janvier 2020, plus récemment, Jeunes d'Afrique, jeunes du monde, parce que au fur et à mesure que j'étudiais la question de la jeunesse, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de continuité ou beaucoup d'éléments concomitants qu'on retrouvait aussi bien en Afrique que dans un certain nombre de pays du monde que j'ai eu à visiter, où j'ai rencontré énormément de jeunes. Je parle bien sûr de l'Europe, mais je parle aussi de l'Amérique centrale et une partie de l'Amérique latine aussi, et aussi des sujets que j'ai eu à explorer en tant que chercheur et qui m'ont permis de compléter cette étude de terrain avec la situation des jeunes Américains, des jeunes Asiatiques notamment. Et donc, dans la continuité logique, j'allais dire, du travail que j'ai fait depuis plusieurs années, m'est venu à l'idée de m'intéresser à nos frères et sœurs des Caraïbes pour voir s'ils avaient les mêmes problèmes que les jeunes Africains. Et les conclusions auxquelles je suis arrivé, moi, en tant que chercheur et journaliste,
c'est qu'il y avait pas mal de points en commun. Et quand j'ai proposé à un certain nombre de personnalités qui soit sont directement concernées par la problématique parce qu'elles y travaillent aussi d'une manière ou d'une autre, soit alors parce qu'elles sont elles-mêmes jeunes et qu'elles sont concernées également au premier point. Voilà, Philomé Robert s'est trouvé parmi les personnalités que j'ai sollicitées pour cela, parce qu'il m'était très important que nous parlions dans cette œuvre-là de la situation des jeunes haïtiens. Mais en dehors de Philomé Robert, okay. Il y a... Justement, on va demander à M. Philomé, on va demander à M. Philomé quel a été le déclic chez lui pour qu'il participe à l'écriture de l'ouvrage. Alors, le déclic chez moi, il s'est fait via Jean Célestin qui m'a invité au projet parce qu'à l'origine, c'est lui qui a eu l'idée, comme il l'a expliqué tout à l'heure, du fait de ses spécialités d'historien et de sociologue et de journaliste aussi, de travailler sur ces questions-là. Donc, le déclic est venu de lui et quand il m'a proposé, j'ai pas souvenir d'avoir hésité pendant longtemps, même pas du tout. Et pour participer à ce travail. Alors, contrairement à lui, je ne suis pas un spécialiste des questions de la jeunesse. Moi, je suis tout simplement journaliste de base. Et je fais de l'information en continu, comme vous le savez peut-être sur France 24. Et je travaille aussi en même temps en tant que juriste pour le Bureau des droits humains en Haïti, le BDHH. C'est mon autre casquette. Et il m'a proposé ça et j'y ai vu l'occasion de raconter, tout en n'étant pas moi-même un millénial, c'est-à-dire n'étant pas né dans les années 2000, parce que je suis évidemment longtemps avant ça. J'ai vu l'occasion de raconter ce à quoi la jeunesse haïtienne fait face aujourd'hui et une jeunesse à laquelle, évidemment, je m'identifie, même si j'ai dépassé les 40 ans. Et j'ai profité de cette occasion pour non seulement, sur la base des données de statistiques qui sont disponibles, pour présenter un état des lieux de cette jeunesse-là, mais surtout pour présenter ce qui peut faire en sorte que l'avenir soit désembourbé pour cette jeunesse-là. D'où les propositions que j'ai faites. On pourrait y revenir peut-être tout à l'heure. Et en tous les cas, le déclic, pour résumer, s'est fait grâce à l'invitation de Jean Célestin que j'ai rapidement effectué pour raconter la situation de la jeunesse en Haïti actuellement et pour présenter des pistes pour désembourber son avenir. Il s'agit d'un ouvrage collectif. Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont participé à l'écriture? Monsieur Jean Célestin. Bien sûr, il y a M. Safiou Radji qui est expert comptable mais qui est surtout consultant international auprès de l'Union africaine des questions de jeunesse qui est intervenu dedans. Il y a Madame Ahmedi Besma qui est une Tunisienne et qui est présidente du Conseil international des femmes du Golfe et qui a la particularité d'organiser beaucoup de networking et de conférences pour des jeunes entrepreneurs. Elle connaît bien le milieu. Il y a mademoiselle Medina Issa, qui est franco-béninoise, qui d'ailleurs en ce moment où nous parlons est du côté de Cotonou, après avoir fait son stage de fin d'études à Accra, alors qu'elle est étudiante en France. Il y a Lumagoular Kumayou, qui est le président du club africain, du club de l'information africaine, et qui est journaliste, et qui en ce moment, lui aussi, se trouve du côté de Lomé. Il y a Ahmed Tidiane Diallo, qui est journaliste guinéen, mais qui travaille à Paris. Moustapha Ahmed Ali est djiboutien. Il est dans le comité local du MRD, le parti d'opposition au président Ismaël Guelleh de Djibouti, mais il vit en Belgique. Il y a Étienne Fleuris, qui est camerounais, qui est docteur en thèse dans une université chinoise, mais qui, en ce moment, est de passage sur Paris. Il y a Théophile Fassamano, qui est guinéen, poète slameur, fondateur du club de slam J'articule, et qui est également étudiant en médecine. Je crois qu'il entame sa 6e année d'études en médecine. Il y a Aimé Nouma, qui est slameur aussi, producteur et auteur. Et il y a aussi notre frère marocain qui est intervenu
dans cet ouvrage, son nom me fuit un peu, mais je vais y revenir, et qui a créé au Maroc un mouvement de droit civil qui œuvre pour que les Marocains, en quelque sorte, réécrivent leur histoire. Et il est intervenu dans ce droit. Il s'appelle Hamza Raoui. Il est spécialiste des affaires en affaires publiques et membre de la société civile, donc cofondateur du mouvement MAN, M-A-A-N, qui demande donc un renouveau du Maroc en matière de vie quotidienne et de vie politique. Voilà un peu les gens qui ont participé à cet ouvrage et vraiment à chacun je dis merci encore une fois parce que, comme le dit l'adage africain, seul on va vite, mais ensemble on va nécessairement plus loin. Alors, je vois que c'est une démarche un peu scientifique. Alors, concrètement, comment se fait l'écriture d'un tel ouvrage de façon pratique? Comment vous procédez? Alors, comment on procède? On a d'abord, Philomé l'a dit tout à l'heure, tout est parti de l'idée que j'ai eue qu'il y ait une rencontre, une conférence qui avait lieu dans les locaux de l'éditeur L'Harmattan à Paris. C'était au mois de janvier 2019. Tout est parti de cette rencontre-là où j'ai invité toutes ces personnes qui ont contribué à l'ouvrage et d'autres qui n'y participent pas, qui n'ont pas voulu y participer ou qui n'ont pas eu le temps d'y participer, à débattre autour de cette question de savoir si les jeunes Africains et Caribéens ont un même destin, un destin commun pour l'avenir et quelles sont leurs aspirations, leurs doutes, quels sont leurs rêves aussi. Et c'est à l'issue de cette rencontre qui avait quand même réuni plus d'une dizaine de personnes autour de la table et une salle qui avait accueilli, je crois, une cinquantaine de personnes. C'est au cours de cette rencontre et des échanges qui ont eu lieu et la discussion, la demande qui a été faite de la part du public à ce qu'on puisse pérenniser en quelque sorte ce qui a été raconté, échangé, écrit et dit tout au long de cet après-midi-là, que j'ai pensé effectivement qu'il fallait consigner cela dans un ouvrage ou dans un document pour que les générations, pas seulement actuelles mais futures, sachent que un certain jour du mois de janvier 2019, les gens se sont réunis à Paris pour discuter des problèmes et des aspirations et des rêves, mais aussi des doutes de cette jeunesse africaine et des jeunesses caribéennes. Voilà un peu l'idée. Alors, effectivement, ma posture de sociologue et d'historien, et même celle de journaliste aussi, m'a amené à rendre le travail davantage scientifique, puisque il a fallu bien regarder les textes, les cadrer en quelque sorte pour que ça n'aille pas dans tous les sens et que le tout soit cohérent de manière à ce que chacun qui va pouvoir lire avec ses yeux et peut-être même aussi avec son cœur puisse comprendre les enjeux de ces jeunesses africaines et caribéennes et la réflexion qui est entamée, qui est amorcée, mais qui est naturellement pas close. Il serait prétentieux de dire que nous avons fait le tour complet de la question. La question est tellement vaste. Nous avons choisi des angles précis qui permettent justement de comprendre un certain nombre de choses, mais nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons traité la question de fond en comble. Voilà ce que je peux dire. Okay. Nous avons avec nous l'un des contributeurs à l'ouvrage, M. Robert Philomé. Alors, est-ce qu'il peut nous faire une petite synthèse de sa contribution, brièvement une petite synthèse de sa contribution dans l'œuvre? Alors, moi, j'ai eu à travailler à la demande de Jean Célestin sur les populations jeunes haïtiennes. Je dis les populations jeunes parce qu'elles sont multiples. J'ai eu à cœur, dans cette démarche-là, de partir déjà des données statistiques qui existent pour qu'on parte d'éléments concrets.
Et ce que j'ai souhaité déjà faire, c'est un état des lieux cartographié, disséqué de la jeunesse haïtienne. Qu'est-ce qu'elle représente sur les 12 millions d'habitants de la population haïtienne? Déjà, les jeunes représentent la moitié des 12 millions d'Haïtiens à moins de 21 ans. Comment est-ce qu'elle se positionne en termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'engagement politique, en termes de création d'entreprises, etc. Donc, j'ai souhaité, en m'appuyant sur des données qui existent d'institutions internationales, mais aussi d'institutions haïtiennes, comme l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, présenter un état des lieux chiffré de cette population. Et de ce point de vue-là, cette contribution relaye des données très très fiables et à jour sur la jeunesse haïtienne. Par exemple, le nombre, ceux qui sont sans emploi, par exemple, comment est-ce qu'ils vivent les offres d'enseignement, etc., etc. Ça, c'est la première chose que j'ai eu à cœur de faire. Et les conclusions qu'on en a tirées, c'est que du fait de ce nombre, 12 millions d'Haïtiens, la moitié moins de 21 ans, la jeunesse haïtienne a pour elle justement la loi du nombre. Et de ce fait, peut influencer, peut peser sur une dynamique de changement, quel que soit le moment auquel cette dynamique de changement est enclenchée. Ce que j'ai essayé de raconter aussi, c'est l'ambition qui anime cette jeunesse-là en vue de ce changement. Et ce que j'essaie de raconter aussi, c'est les outils qu'utilisent ces jeunes, malgré les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent dans leur grande majorité, pour pouvoir répondre aux défis auxquels ils font face. Et parmi ces outils, il y a Internet, ces réseaux Internet qui sont mobilisés et souvent à bon escient. Évidemment, on ne peut pas faire l'économie de déchets tout le temps sur WhatsApp, Facebook, Telegram, etc. Mais en général, les médias sociaux, les réseaux sociaux sont utilisés par les jeunes haïtiens au moment où nous parlons pour participer, autant que faire se peut, à une dynamique de changement. Et puis, pour finir, j'ai essayé, après ce constat, après ce diagnostic, de faire des propositions concrètes et qui, évidemment, sont limitées, mais de mon point de vue, c'est ce qu'il m'a semblé nécessaire au moment où on travaillait à l'ouvrage, des propositions concrètes pour qu'on comprenne davantage quels sont les ressorts ou quels peuvent être les ressorts de cette jeunesse haïtienne. Et parmi ces propositions, j'ai suggéré que, par exemple, en Haïti, on ait une chambre des savoirs qui soit créée, qui soit un laboratoire d'échange entre les plus jeunes et les plus vieux. Donc, j'en appelle dans ce livre à la création d'une chambre des savoirs pour que les plus jeunes aient accès au savoir des plus vieux. Dit comme ça peut paraître aléatoire ou anecdotique ou même un peu futile, mais dans le même temps, c'est de l'idée, en vérité, que peut naître un projet. Et comme je cite souvent un texte hérité de mai 68, soyons réalistes, demandons l'impossible. Je pense que cette chambre des savoirs peut effectivement être créée. Et puis, l'autre chose aussi que je propose, c'est par exemple une mission permanente de veille des relations haïtiano-africaines, histoire que les jeunesses africaines et haïtiennes soient en relation constante et permanente au travers d'un outil dédié qui soit un outil de la société civile. Et puis l'autre chose aussi, j'en terminerai par là, je souhaite que le Parlement jeunesse d'Haïti soit doté de véritables pouvoirs de consultation, de telle sorte que les jeunes haïtiens puissent être entendus de manière institutionnalisée et non pas de manière marginalisée, comme c'est le cas en ce moment. Donc, en résumé, les données que nous avons à disposition aujourd'hui sur la jeunesse haïtienne et aussi des propositions, la Chambre des savoirs par exemple, le fait de doter le Parlement jeunesse de vrais pouvoirs ou encore cette mission de veille des relations haïtiano-africaines avec la jeunesse au cœur pour faire en sorte à ce que on puisse mettre en valeur davantage
non pas seulement les doutes, non pas seulement les besoins, mais aussi les aspirations et l'envie de créer et un avenir meilleur pour ces jeunes. Concrètement, comment est-ce que la sortie de l'ouvrage a été suivie par ces jeunes? Alors, je vais répondre, d'autant plus que, pas plus tard que hier, nous avons fait on va dire un lancement officiel de cet ouvrage-là. Nous étions accompagnés dans cette opération de communication et de promotion par une équipe de jeunes de l'ONG HWPL, qui est une ONG qui lutte à l'échelle mondiale pour la paix et la sécurité. Et elle est reconnue auprès de l'ONU. Cette ONG a une implantation forte en France de sa jeunesse, parce qu'il y a un secteur jeune de cette ONG-là, comme il y a un secteur femme. Et le secteur jeune de HWPL nous a accompagnés et c'était très très intéressant. Nous avons passé 1h30 de temps via Zoom et les questions qui ont été posées, à savoir comment faire pour mettre en valeur, en exergue les compétences des jeunes Africains et Caribéens, comment faire, il a dit tout à l'heure aussi, Fiona Robert, pour le mettre aussi en réseau, pour qu'ils puissent travailler ensemble, puisqu'ils ont quasiment les mêmes problématiques. Comment faire pour qu'ils aient toute leur place dans la société, dans cette société mondialisée qui ne donne pas beaucoup de place à ceux qui n'ont pas le courage ou les moyens de monter dans le train. Toutes ces questions ont été abordées hier, ont été posées et abordées hier lors de cette journée-là, ce qui montre que ces jeunes s'intéressent. Et il y avait des jeunes qui ont appelé de partout, hein, pas seulement de France, d'Afrique, mais et une partie même d'Asie, des jeunes asiatiques, alors que le sujet ne les concernait pas a priori, qui ont participé à cet événement d'hier. Bien sûr, il y avait des jeunes caribéens aussi. Donc ça montre que ça intéresse, ça passionne. Et beaucoup ont demandé à ce que quand la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui se serait améliorée, qu'il puisse y avoir des rencontres physiques, qu'on puisse parler de manière physique, de manière présentielle, comme on dit aujourd'hui, pour que l'échange soit encore beaucoup plus chaleureux. Voilà ce que je peux dire quant au premier retour que j'ai de la sortie de l'ouvrage. Concernant les autorités politiques, parce que bon, il y a une dimension politique aussi à l'œuvre, parce qu'il y a eu un retour des politiques de ces pays qui étaient concernés par l'ouvrage. Il y a fondamentalement une dimension politique. J'allais même dire qu'elle est au cœur. Mais je ne parle pas de politique politicienne. Je parle de politique au sens grec du terme, de la gestion de la res publica et de la chose publique. Donc, c'est au cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire quoi? Quand vous regardez la population mondiale aujourd'hui, sur les 7 milliards et demi d'habitants que nous sommes, plus de la moitié, plus de 50%, exactement 50,30% de la population a moins de 30 ans. Mais quand vous regardez les différents gouvernements aujourd'hui, combien de gouvernements dans le monde ont un ministre qui a moins de 30 ans? Combien de chefs d'État dans le monde ont moins de 30 ans aujourd'hui? Pour qui il y a une corrélation, une relation directe et j'allais dire logique entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, nous devrions avoir aujourd'hui la moitié des gouvernements dans le monde entier où des ministres, pour ne pas dire les présidents de la République, ont moins de 30 ans. Je parle de la moitié, puisque c'est cette démographie-là qui régit le monde aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que ce soit une finalité en soi, être ministre ou président de la République, mais c'est une image que je donne. Si ces gens qui ont moins de 30 ans n'ont pas leur place dans la manière de suivre la gestion des affaires de la cité, s'ils ne sont pas associés à ça, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas frustrés? Comment voulez-vous que le quotidien qu'on nous réserve, qu'on nous prépare,
sont en adéquation avec les aspirations de la majorité du plus grand nombre. Donc cette dimension politique, elle est au cœur de l'ouvrage. Quelques politiques ont commandé l'ouvrage. J'attends de savoir leur retour. Je vous rappelle que le livre est sorti la première quinzaine du mois de mars, donc ça fait un mois, on va dire aujourd'hui. Il faut attendre un peu que les gens qui l'ont acheté, d'abord qu'ils l'aient lu aussi. S'ils l'ont lu, qu'ils fassent le retour. À ce moment, on pourra parler de ce qu'ils en pensent. Mais à brûle pour point, je pourrais dire qu'ils sont déjà contents que le livre existe. Alors, je ne sais pas si c'est hypocrite ou pas. Ceux qui l'ont commandé m'ont fait part de leur, pas du bonheur, non, de la satisfaction de voir qu'un tel ouvrage, qui est pluridisciplinaire aussi, dans les profils des gens qui ont participé à sa confection, que un tel ouvrage existe. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à faire de la politique politicienne comme ils savent si bien le faire? C'est-à-dire ils applaudissent que le livre soit sorti, tant que le livre les amène à changer ou à prendre en compte les enjeux, mais qui sont fondamentaux. Imaginez que sur cette moitié de la population qui a moins de 30 ans, au moins le quart de cette population-là se révolte aujourd'hui contre ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gouvernants vont faire quoi? Ils ne vont pas les tuer tous. Ça sera compliqué. Donc, alors justement, pour éviter cette situation, il faut absolument prendre en compte ce que ces jeunes, à quoi ils aspirent, ce qu'ils veulent, et essayer de composer avec eux pour que justement, ensemble, il n'est pas question de faire du jeunisme. Il est question d'encourager tout ce qui peut permettre le vivre ensemble pour le bonheur, j'allais dire, de la majorité, parce que le bonheur de tous n'existera pas. Tout le monde ne peut pas être heureux. Et au moins que la très grande majorité soit heureuse. Je pense qu'il y a M. Philomé Robert qui veut ajouter quelque chose, non? En fait, je voulais ajouter dans le sillage de ce qu'a dit Jean-Célestin, c'est que le livre vient de sortir et a vocation à suivre une trajectoire et de textes d'essais normal et normés, scientifiques, élaborés, à destination, bien entendu, des publics auxquels il s'adresse, à savoir des jeunes, mais effectivement pas seulement, à savoir aussi des politiques. Les politiques, tous États confondus, et puis toute mission, tout pouvoir confondu. Il ne s'agit pas de s'adresser au niveau central uniquement, mais aussi peut-être aux échelons municipal, régional, local, etc. Ça, c'est très, très important. Donc, le livre vient de sortir et va suivre sa trajectoire. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse circuler rapidement, non seulement dans les médias, mais aussi dans les espaces de décision, les institutions internationales, et, ou nationales ou transnationales, dans les espaces de réflexion, les universités, les associations, les espaces d'échange. Il faut voir le travail pour ce qu'il est, à savoir une contribution à une réflexion d'ensemble sur une problématique mondiale. Donc, de ce point de vue-là, Jean-Célestin a eu le mérite de réunir des professionnels de métiers différents qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui ont pu proposer un texte qui a une colonne vertébrale, qui a une assise et qui a une ligne éditoriale très solide et très sérieux. Et ce travail-là a vocation à continuer. Le livre va faire son chemin. En ce qui concerne Haïti, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au cœur d'un certain nombre de convulsions, de bouleversements. Ça va extrêmement vite. On vient de changer de Premier ministre. L'actuel Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a visiblement décidé de garder les deux portefeuilles. C'est lui-même un jeune. De manière générale, on parlait tout à l'heure des jeunes qui sont aux responsabilités. Ceux qui gouvernent
en Haïti aujourd'hui ne sont pas ni des vieux croutons ni des vieux cons. Ce sont des jeunes, évidemment la quarantaine, la cinquantaine. Ce ne sont pas des vieillards qui sont en train de rouler sous des médailles de guerre. Hein. Ce sont des jeunes. Mais évidemment, il y a très peu d'entre eux qui ont la trentaine. Il faudrait vérifier, mais j'en doute. Donc, il y a un certain nombre de convulsions, ça va très très vite, mais nous voulons nous assurer, et ça se fera, que ce texte aille trouver les responsables haïtiens où qu'ils soient, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les ambassades, que ce soit dans les institutions régionales liées à Haïti, pour que le livre puisse faire son chemin. De ce point de vue-là, je n'ai pas de doute. J'ai zéro doute. Comment expliquez-vous donc ce fait, et je dirais même tragique, des populations, disons, je dirais des jeunesses africaines et même caribéennes? Alors, comment expliquez-vous donc ce destin croisé et même tragique de cette jeunesse, je dirais même de cette population? Vous savez, tout au long de l'histoire, les jeunes ont toujours constitué, à tort ou à raison, je mets entre guillemets un danger pour le reste de la population. Je mets entre guillemets parce que on les regarde un peu comme une génération ou une communauté qui dérange. Elle dérange les codes, elle bouscule les conventions. Cette communauté, vous n'avez qu'à voir, hein, elle ne s'habille pas comme tout le monde. Elle a son langage, elle a ses manières de faire et de dire. Voilà, tout ça, ça dérange. Et ça dérange en premier lieu ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont la gestion des affaires, des affaires publiques et de la République. C'est ceux-là qui sont le plus dérangés parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, à contrôler. Cette génération, ces jeunes-là, cette communauté est difficilement contrôlable. Et tout cela, ça met à mal les différents pouvoirs. Alors, si vous ajoutez à cela que le fait que cette génération ou ces communautés soient difficilement contrôlables n'est pas fortuit du tout. C'est-à-dire que parfois il y a des raisons qui justifient soit qu'ils soient en colère, soit qu'ils soient en marge des institutions et de la société. Quand vous avez dans une société, et c'est vrai dans toutes les sociétés humaines d'aujourd'hui, et j'ai comme l'impression même celle d'hier, où il y avait la notion du travail comme activité rémunératrice. Quand vous prenez le taux de chômage dans chaque pays, et je dis c'est vrai, y compris en France. Les gens ont tendance à croire que quand c'est un pays développé, non, ça se passe différemment. Non. Vous prenez les chiffres de chômage, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont moins de 30 ans, en France, comme aux États-Unis, comme au Japon, comme en Chine, comme en Hollande, comme en Allemagne, c'est eux qui souffrent 2 à 3 fois plus du chômage que de la moyenne nationale. Tout pays, tout continent confondu. Bien sûr, en Afrique, c'est un peu plus accentué. Au lieu de 2-3 fois plus, ça va être 4 à 5 fois plus. Mais cette réalité sociologique et tragique doit interpeller. On ne peut pas vivre dans un pays où on prétend avoir des ressources et des richesses, donner des leçons de droits de l'homme et du vivre ensemble et de dignité au monde entier, et ne pas être capable de subvenir aux attentes, de répondre aux attentes, de subvenir aux besoins les plus élémentaires de la frange la plus jeune de sa population. Regardez ce qui s'est passé avec les étudiants. Combien a-t-il fallu de semaines, de mois pour que les pouvoirs publics, le gouvernement ouvrent les yeux, je parle de la France, mais c'est vrai pour d'autres pays, pour se rendre compte que la Covid a accentué la précarisation des jeunes étudiants et des jeunes en général. Il a fallu qu'on se rende compte que il y a le taux de suicide a augmenté, que la détresse est devenue incontrôlable dans cette frange de la population, pour que, oui,
le président de la République dise qu'il faut permettre à ces jeunes de manger au moins un repas par jour. Mais on n'aurait pas pu y penser plus tôt. Moi qui les côtoie au quotidien, c'est des problèmes que je rencontre au quotidien et pas seulement par temps de Covid. C'est une réalité qui existe depuis tellement d'années, mais qui a été exacerbée, qui a été accélérée, qui a été mise à jour par la situation de Covid. Donc c'est une réalité. C'est souvent, alors, on est trop jeune, on souffre trop, ou on est un peu plus âgé, on souffre également trop. C'est les deux extrêmes. Une société qui ne sait pas s'occuper de sa jeunesse est une société qui est vouée à la perdition. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'espoir du lendemain. Si vous tuez cet espoir-là, si vous n'aidez pas cet espoir à grandir, ben, ça veut dire que vous êtes en train de tuer votre propre société. Et c'est aussi vrai pour les personnes les plus âgées. Une société a besoin de ces personnes-là parce qu'elles sont un dépôt, j'allais dire, pas seulement d'expérience, mais un dépôt, un vivier extraordinaire de tout ce qu'elles ont accumulé pendant des décennies. Et ces personnes, ces anciens-là, sont capables de transmettre, de prendre par la main, de guider, voilà, de permettre à ce que le vivre ensemble, le lien social ne soit jamais rompu. Et quand vous regardez la plupart des sociétés occidentales, ce lien social existe très peu, pour ne pas dire n'existe pas. Et c'est dramatique. Alors, M. Philomé, si vous avez sur cette question. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que tous les pays dont on parle sont dotés de ministères, de structures de pouvoir centraux dédiés à la jeunesse. Généralement, c'est la même formulation, ministère de la jeunesse et des sports. Voilà. En général, le ministère dédié aux jeunes est corrélé au sport, comme s'il y avait un lien congénital entre les jeunes et les sports, et comme s'il n'était bon qu'à ça. Et j'ai toujours trouvé ça très curieux, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, tout le monde dans nos pays. Après, parfois, les noms des ministères changent, mais en général, c'est comme ça. Et ce que j'observe aussi, c'est que dans nos pays, ces structures centraux d'État font le service minimum s'agissant des jeunes, c'est-à-dire l'instruction. Et pour ceux qui arrivent, parce qu'on parle encore de jeunes qui sont souvent, et même si le nombre de personnes non instruites a heureusement baissé drastiquement cette décennie, mais on parle encore de populations qui n'ont pas accès à l'instruction déjà, au fait de pouvoir lire, écrire, compter. Et en général, et d'ailleurs, ces faiblesses-là, au départ même de la vie, le fait d'être en rupture d'avec le système éducatif, non pas de leur fait évidemment, mais parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité, ça fait que leur avenir d'emblée est plombé. Et donc, dans la mesure où ces enfants-là ne sont pas formés, sont écartés du fait de politiques éculées, inadaptées ou tout simplement délétères du système éducatif et par extension d'un circuit productif futur, mais ça fait que leur avenir est plombé. Donc, les États essayent de donner, du fait de leurs obligations internationales aussi, le minimum, l'instruction déjà, et puis après, on va passer au secondaire et ensuite au lycée, ensuite l'université. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une espèce de boulet d'étranglement qui s'effectue et pour ces jeunes-là, plus ils vieillissent, entre guillemets, plus ils grandissent, moins ils ont accès finalement au sommet du savoir et donc des possibilités de décision. Donc, en résumé, le jeune aura fait son primaire et s'il a de la chance, un peu de son secondaire. Et s'il arrive à l'université, mais s'il arrive, parce que là, ça commence à se compliquer, il y a très peu de chances qu'il finisse avec un diplôme. Et s'il sort avec un diplôme, il y a très peu de chances qu'il accède à un stage. Et s'il a un stage, il y a très peu de chances qu'il ait un travail, ainsi de suite. C'est un schéma répétitif
dans les pays dont nous parlons. Évidemment, on va dire qu'ils ne sont pas les seuls, puisque Jean-Célestin a rappelé tout à l'heure ce à quoi les jeunes en France sont confrontés du fait de cette pandémie. Donc, et pour finir, ce que je peux ajouter, c'est que cette segmentation-là, ce schéma-là, on se rend compte que finalement, il est extrêmement limité. Il est donc inefficace. Il est donc inadapté. Et du coup, il faut changer de paradigme, pour utiliser une formule convenue, mais qui a tout à fait sa place dans la discussion que nous avons là. Il faut impulser une dynamique autre. Il faut créer il faut ouvrir des espaces de changement. Et ça passe par tous les aspects de la construction du jeune, c'est-à-dire de la scolarisation, de l'école primaire, du lycée, du collège, de l'université, de l'entreprise et au-delà de l'entreprise, des espaces de décision généralement quelconques. C'est ce qu'on a souhaité dire, c'est ce qu'on a voulu dire et c'est ce qu'on espère qu'il soit entendu. Ok, dans le cadre de l'émission Le Livre en question, nous recevions donc Monsieur Jean-Célestin Djanké et Monsieur Philomé Robert, donc co-auteur du livre Jeunes Africains et Caribéens face à l'avenir, entre aspiration, rêve et doute. Alors pour finir, donc, est-ce que vous avez un message spécial à l'endroit de nos auditeurs et de cette jeunesse à laquelle vous vous adressez? Moi, en un mot, je reprendrai une formule que j'ai reprise des années 60, de mai 68 plus exactement. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Donc, si j'ai la possibilité de m'adresser à des jeunes, à ceux qui nous écoutent, je dis, où que vous soyez, quels que soient vos besoins, quels que soient vos engagements, soyez réaliste, demandez l'impossible. Et ce livre est là, en quelque sorte, pour vous aider à travailler, à élaborer cette demande-là. Pour résumer. Monsieur Philomé Robert, je tiens à préciser que vous êtes aussi journaliste afro-européenne, c'est France 24, qui est beaucoup suivi en Afrique. Alors, monsieur Stéphane Djanké, alors, votre mot pour la fin? Oui, je voulais dire d'abord que le livre sera présent aux 72 heures du livre de Conakry, qui démarre le 23 avril, qui vont jusqu'au 23, 24, 25 avril. Ce sera à Conakry, la capitale de la Guinée. C'est un salon du livre qui a lieu chaque année, aux mêmes dates. Et c'est la 13e édition qui aura lieu cette année. Ce livre sera en bonne place et il sera défendu et présenté là-bas, donc pour la première fois. Sinon, à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs, je voudrais simplement dire qu'effectivement, il faut qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils sachent que l'avenir, mais cet avenir se prépare dès à présent. Donc l'avenir leur appartient et que le monde de demain sera le monde qu'ils auront dessiné dès aujourd'hui. Et je terminerai en disant que quand je parle de jeunes, on a beaucoup parlé de l'âge. Être jeune, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question d'état d'esprit et de comportement. On peut donc avoir 80 ans et être jeune dans sa tête et dans son comportement. Ok, merci à vous et à très bientôt. Merci. Nous arrivons maintenant à notre rubrique l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, l'expression c'est une hirondelle ne fait pas le printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est une métaphore qui explique qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il n'est pas raisonnable de tirer des conclusions générales d'un seul fait isolé. Origine et définition. L'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps » tient ses origines d'Aristote. L'expression de base était « une seule hirondelle ne fait pas le printemps ». Explication. Les hirondelles sont des oiseaux migrateurs qui reviennent dans nos régions entre mars et avril. Par conséquent, elles sont de retour dès que le printemps revient. Il serait donc facile d'en déduire que si l'on voit une hirondelle, c'est que le printemps est là. Cependant, ce n'est pas parce que nous pouvons apercevoir des hirondelles que le printemps va arriver tout de suite. En tant qu'oiseaux migrateurs, elles se déplacent pour fuir le froid et peuvent donc être vues quelque temps avant ou après le début de la saison.
On ne peut donc pas tirer une généralité à partir d'un seul exemple. C'était l'expression de la semaine. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Une petite virgule musicale maintenant pour rendre hommage à notre ami et frère R majuscule qui vient de nous quitter. Il était artiste, présentateur radio en région parisienne. On écoute R majuscule. Présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie ou sur des librairies en ligne. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission littéraire, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Basquilili, auteur Danny Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obi-Techi. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Séba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, un de nos collaborateurs. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin qui est aussi chroniqueur sur cette émission. Les recueils de nouvelles fictions, trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, les auditeurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïro nous propose son coup de cœur littéraire. Lucrèce Taïro. Chacune dans son domaine a exercé la première une profession jusque-là réservée aux hommes. Magistrate, médecin, institutrice, mère. Dans un monde farouchement masculin, elles ont fait sauter des préjugés, essuyer des critiques. Ce livre tente de ranimer le souvenir de ces pionnières déterminées, courageuses, incroyablement en avance sur la société de leur temps. Dans l'histoire du combat des femmes pour leur émancipation, elles sont les balises sur lesquelles se construit l'avenir. Voilà ce qu'on peut lire au dos de la couverture du livre Turbulente de Géraldine Faladé. Pour ce retour sur les ondes, j'ai décidé de vous introduire à cet ouvrage paru aux éditions Présence africaine pour tout simplement partager ma vision de la Woman of Africa. Comme beaucoup, j'ai grandi avec cette vision de la femme africaine, forte et battante, ambitieuse et courageuse, qui se bat pour son avenir et celui de ses proches. Avec ce livre, l'auteur montre au monde la multitude de talents existants au sein de la gente féminine africaine. Une génération inspirante et sur laquelle prendre exemple. Merci à toi Lucrèce Taïro. Mon deuxième coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Danny Loni pour son coup de cœur littéraire. Écoutons Danny Loni. Bonjour chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe, heureuse de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au roman Patrice Lumumba, La crise congolaise revisitée par Jean-Claude Willam, paru en 1990 aux éditions Cartala. Jean-Claude Willam est né à Bruxelles le 28 mars 1938. Il est docteur en sciences politiques et professeur émérite belge spécialisé dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo et à l'université de Berkeley en Californie aux États-Unis. Ancien professeur à l'Université nationale du Zaïre entre 1971 et 1976, il a été directeur adjoint du Centre d'études et de documentation africaine, le CEDAF, à Bruxelles, qui est devenu par la suite la section d'histoire contemporaine du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Il fut chargé de cours au Centre des pays en développement à Anvers. Il a également participé à plusieurs missions d'évaluation de projets en Afrique dans le cadre des communautés européennes et de la coopération belge. Jean-Claude Willam a pris sa retraite en tant que professeur à la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication UC Louvain de l'Université catholique de Louvain. En tant qu'expert indépendant au sein du groupe Coimbra, Willam s'est rendu au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville pour étudier les opportunités de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Il est marié à Isabelle Durand, ancienne vice-première ministre belge et ministre de la Mobilité et des Transports entre les années 1999 et 2003. Elle est devenue secrétaire générale adjointe de la Conférence des États-Unis sur le commerce et le développement en 2017. Patrice Emery Lumumba a pris le nom de sa mère maternelle, la quatrième de couverture de cet ouvrage. Tel un météore dans le ciel de l'Afrique, Patrice Lumumba monta si vite au zénith qu'il ne pouvait guère ne pas s'abattre en flammes.
Destin et trajectoire hors du commun que celui de ce Premier ministre du Congo. Sa vie publique aura duré 5 années à peine, sa carrière ministérielle effective seulement 2 mois. 30 années après son assassinat et maintenant que les débats passionnés qui ont entouré une personnalité controversée se sont quelque peu éteints, il était temps de réécrire une autre histoire sur l'un des acteurs les plus en vue de la décolonisation du Congo belge de 1960. Réécrire aussi l'histoire d'une crise faite de bruits et de fureur où l'événementiel et les rapports de force à l'état brut furent déterminants. De même que les différentes forces en présence, l'ONU, la guerre froide, le facteur belge, les Afriques indépendantes et la multiplicité des lieux de décision comme Léopoldville, Elisabethville, Bruxelles, Washington, Accra. Réécrire enfin une histoire bâtie sur des documents souvent originaux, mis récemment à la disposition des chercheurs, ainsi que sur des témoignages oraux qui la font mieux revivre. Telles ont été les perspectives dans lesquelles s'inscrit l'épopée racontée ici. Épopée tragique d'un leader africain qui fut écrasé en quelques mois pour avoir entretenu un absolutisme idéologique dont ne s'accommodaient pas les dures lois du pouvoir et de la raison d'État. À noter ceci, que la date où a été publié le roman 30 années était passée depuis l'assassinat de Patrice Lumumba. Or, sa mort remonte actuellement à 61 ans. Extrait, page 22. Patrice, d'abord connu sous le nom d'Elias Okita Sombo, ainsi que ses 3 frères, Charles, l'aîné, Émile, de 4 ans plus jeune, et le Benjamin Louis, ne sont pas des enfants de cette première diaspora téléla. Ce sont les fils d'un paysan pauvre, d'un membre du clan des Ewongo, classé dans les lignages du sang de chèvre, c'est-à-dire des sujets du chef. Page 24-25, son parcours scolaire. L'alphabet à peine appris, raconte son frère cadet Louis, il entra en conflit avec ses premiers éducateurs et quitta la mission catholique pour l'école primaire des protestants méthodistes à Wambo-Nyama, située à 7 km de notre village. L'affaire provoqua un mini-drame familial et Lumumba est chassé de la maison et se réfugie chez une tante paternelle pendant 3 mois. Le jeune Lumumba restera 4 années chez les méthodistes. Il semble y avoir été baptisé, il supporte difficilement les conditions de vie à la mission catholique, l'enseignement était sommaire, disait Lumumba, et l'élève était sans cesse requis pour les travaux de la terre. Et il n'apprécie guère davantage la présence obligatoire au service religieux chez les méthodistes, qui rivalisent d'ardeur avec les catholiques dans leur travail d'évangélisation. Intelligent, roman et débrouillard, il préfère sans doute les parties de pêche, dont il est un champion, et qui lui permettent aussi de subvenir à l'achat de ses fournitures scolaires. Chef de bande, il exerce un ascendant sur ses compagnons d'études. Son frère le décrit comme un contestataire qui a une vie très personnelle. En 1839, il est expulsé de la mission méthodiste pour manque d'assiduité au service religieux. Il fréquente alors pendant quelque temps l'école des aides infirmiers de la mission méthodiste de Tunda, dans le territoire voisin de Kibombo. Il en est également expulsé, suite aux manœuvres, cette fois d'un pasteur Téléla, originaire d'un clan opposé au sien. Il n'accorde pas facilement sa confiance aux Blancs, dont certains, à Stalinville, défendent leur suprématie en considérant les voleux congolais, le clerc, à la fois comme leur bête noire et leur bouc émissaire. Je vous en livre l'extrait, page 30. Il s'indigne et se cabre devant les abus d'autorité des chefs blancs subalternes, convaincus de leur supériorité, devant les menus gestes vexatoires aussi, délibérés ou non, comme le tutoiement ou l'omission de rendre un salut, qui font partie du modèle du comportement du blanc, ce qu'il rappellera d'ailleurs dans son discours du 30 juin 1960. Page 110. Le discours du 30 juin 1960. Dédaignant de s'adresser au roi, le Premier ministre débuta son allocution par une adresse, non pas aux personnalités présentes, mais aux Congolais et Congolaises, aux combattants de l'indépendance. Dans cette première partie, Lumumba parla de lutte, d'humiliation, de larmes qui avaient coulé pendant les 80 années de colonisation. Il dit ceci: « Nous avons connu les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait « tu », non certes comme à un ami, mais parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort.
Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans notre propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre au régime d'injustice et d'exploitation. Dans une atmosphère de stupéfaction évidente, ce long rappel de la colonisation fut accueilli par une salve d'applaudissements chez les Congolais. Lumumba annonça ensuite que tout cela était désormais fini. Fin de l'extrait. Le prisonnier de Ticheville. Lumumba débarque à Léopoldville le 2 décembre vers 17h dans un piteux état. Plus d'une centaine de militaires l'attendaient ainsi qu'une meute de journalistes de la presse et de la télévision étrangère qui peuvent à loisir filmer son arrivée. Le Premier ministre est très digne, mais sans réaction, apparemment là. Il avait perdu ses lunettes, sa chemise était tachée et il avait un caillot de sang sur la joue. Poursuivi par les journalistes, l'escorte pénètre dans la résidence de Mobutu, lequel a regardé calmement ses soldats frapper et bousculer le prisonnier et le tirer par les cheveux. On filme la scène où l'un des soldats lit en français un long texte. Il s'agissait d'une déclaration où Lumumba affirmait être le chef du gouvernement légal du Congo avant de lui enfoncer par morceaux le document dans la bouche. Pour le bénéfice des photographes et des soldats, on resserre les cordes à ses poignets, ce qui force Lumumba à se mettre dans une position semi-assise. Il est ensuite conduit un peu plus loin à la prison de l'armée à Binza. Devant les photographes toujours présents, il est jeté par terre et les soldats excités sautent sur lui. Page 465. Tout ce que l'on peut dire. Lumumba et ses deux compagnons auraient été abattus en présence de quelques officiers belges dans la villa du colon belge au lieu d'être transférés dans la prison de Bounkeya. Il faut aussi savoir que d'après les sources de TV5 Monde, le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, Patrice Lumumba, alors Premier ministre, avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, souhaite que les restes de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, soient rapatriés d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin 2021. Le chef de l'État l'a annoncé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il dit ceci: « J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba. » Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national considéré comme une icône panafricaine à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Fin de citation. En rappel de l'histoire du pays, le 17 janvier, jour de l'exécution du père fondateur de l'indépendance, et en sa mémoire, ce jour est un jour férié au Congo-Kinshasa, journée de commémoration du Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Mon sentiment sur cet ouvrage, c'est sans nul doute un livre qui témoigne de l'ascension puis de la fin tragique d'un personnage incontournable de l'indépendance du Congo, un héros de la lutte pour la liberté de son pays. Ce roman historique basé sur des témoignages et archives de l'époque a été pour l'auteur un difficile travail de recherche, ce qui nous permet à nous, lecteurs, d'avoir un éclairage sur certains faits historiques. La restitution du parcours d'une icône de l'indépendance
tel que Patrice Emery Lumumba, doit permettre de restaurer des vérités souvent ignorées du grand public et être à la disposition des archives de l'histoire. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci à toi, Dani Loni. Alors, pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire, Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission Le J Info, chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses, chroniqueurs Lydie Antoine, Lucrèce Taïro, Daniel Loli et Phénix Jasmin pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour entrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées. Émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle, par email contact@larpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. À très bientôt et prenez soin de vos livres.